Pas de répit dans la vague de terreur en Israël. Dernière attaque en date, c'était hier soir à Givat Ze'ev. Un homme a été grièvement blessé. De la diplomatie et l'espoir de gros contrats. Hassan Rouhani est à Paris. Aujourd'hui, il est attendu aux Invalides. Il va être accueilli avec les honneurs militaires. Et puis les réactions qui se multiplient après la démission de Christiane Taubira. 3 Français sur 4 sont satisfaits de son départ. Bonjour, nouveau journal sur I24 News. Par un jour ne passe sans qu'il y ait d'attaque en Israël et en Cisjordanie. Un Israélien de 50 ans a été grièvement blessé dans une attaque au couteau. Ça s'est passé hier soir dans une station d'essence de Givat Ze'ev en Cisjordanie. Le terroriste a été neutralisé. Retour sur les faits, c'est avec Mathias Inbar. Tel un chasseur devant sa proie, le terroriste palestinien suit ses victimes sur plusieurs mètres avant de poignarder un civil israélien. À 2 reprises, dans le dos, avant de prendre rapidement la fuite. Il faut alors quelques secondes avant que les témoins de la scène ne réagissent et entament une course-poursuite après le terroriste de 17 ans. Une centaine de mètres plus loin, il est maîtrisé. L'Israélien de 35 ans, lui, grièvement blessé, est à terre pendant de longues minutes. Traité d'urgence par les secouristes arrivés sur les lieux de l'attaque, il est ensuite transféré vers l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Son état serait jugé toujours grave, mais stable. Il a eu beaucoup de chance. Le couteau a carrément percé ses poumons et il a donc perdu beaucoup de sang. Nous l'avons perfusé avant de l'opérer et stabilisé son état. Je peux vous dire de nouveau qu'il a eu beaucoup de chance, ne serait-ce que parce que ses poumons n'ont pas été affectés. La lame est passée très près du cœur et nous avons surtout réussi à contenir son hémorragie. Selon la police israélienne, le terroriste serait arrivé à Givat Ze'ev au nord de Jérusalem en provenance de Bir Nabala, à proximité de Ramallah. Une attaque de plus dans cette intifada des couteaux qui frappe Israël depuis octobre 2015. La intifada qui avait pris un nouveau tournant lors de l'attentat de Dizengoff, fusillade qui avait fait 3 morts et 7 blessés. Dans ce contexte, on en sait un peu plus sur l'enquête aujourd'hui avec le témoignage de 2 passagers d'un autobus emprunté par le terroriste pour regagner son village. Des témoignages qui ont été rendus publics, tout comme des vidéos filmées par le terroriste peu avant son passage à l'acte. Cyril Amar. C'est un témoignage glaçant. Il est 15h, vendredi 1er janvier. Nashat Melchem, le tireur fou de Tel Aviv, vient d'abattre 3 Israéliens. En cavale, il monte dans un autobus à la gare routière. Direction Harara, son village natal qui lui servira de sanctuaire. Pendant le trajet, 2 jeunes passagères de retour de Tel Aviv croient alors reconnaître l'assaillant. Elles ont livré leur témoignage ce mercredi sur les ondes de la radio publique israélienne. Après 1 ou 2 stations, un homme est monté, s'est assis près de nous. Il avait des lunettes très bizarres qui ont attiré notre attention. Il était recourbé avec son sac entre les jambes. Il portait un sweatshirt noir Adidas et sur les 3 bandes, on pouvait voir des taches de sang. Pris de panique, les 2 passagères alertent alors la police, mais celle-ci ne donnera jamais suite au signalement. Il faudra 1 semaine aux forces de sécurité israéliennes pour mettre la main sur le terroriste. Ces vidéos retrouvées sur son téléphone portable et rendues publiques par les services de sécurité intérieure, on découvre un homme au comportement excentrique sous l'emprise de stupéfiants, filmant ses diatribes contre ceux qu'il considère comme les ennemis de l'islam. مدخنين حشيش أوباما يا صليبي أسلم تسلم ما بتسلم خلي الصليب ينفعك يا ابن الشرموطة. Une terminologie qui conduit la police israélienne à penser que le terroriste de Tel Aviv a agi directement sous l'influence de l'État islamique. Et dans l'actualité de ce jeudi également, les affaires qui reprennent avec l'Iran. Hassan Rouhani est en visite officielle en France. Il va être accueilli d'une minute à l'autre aux Invalides avec les honneurs militaires. Visite historique, c'est la première d'un président iranien depuis 1999. Alors elle intervient bien sûr après l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire et à la clé de juteux contrats et des échanges diplomatiques, notamment centrés sur la guerre en Syrie. Shirley Le Pen.
Seconde destination de sa tournée européenne, le président iranien est à Paris. La rencontre fait polémique, mais elle marque le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre la France et l'Iran. Nous voulons avoir de bonnes relations avec l'Union européenne et la France y compris. Ma visite est censée renforcer les liens bilatéraux et améliorer les relations qui peuvent profiter aux deux pays. Si Dieu le veut, nous serons capables de prendre des mesures dans cette direction. Au cœur des discussions à l'Elysée, plusieurs accords commerciaux avec les compagnies PSA et Peugeot. Téhéran annonce aussi un vaste accord avec l'avionneur européen Airbus sur 114 appareils. L'objectif français sera implanté en Iran. Nous avons depuis le mois de septembre dernier réouvert un bureau de Business France qui accompagne les entreprises françaises en Iran et nous allons donner plus de moyens à nos équipes sur place pour accompagner toutes nos entreprises. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les droits de l'homme. François Hollande a été interpellé par lettre par plus de 60 députés de la majorité et de l'opposition. Ils appelaient le président français à faire preuve de fermeté et de cohérence face à Hassan Rouhani. Il est clair que l'enjeu du président iranien est aussi de créer un nouveau fonds diplomatique sur lequel la puissance chiite pourra s'appuyer. Téhéran semble retrouver ses marques sur la scène européenne après des années d'hostilité diplomatique. Et on va justement regarder ces images qui nous parviennent en direct de la place des Invalides. Hassan Rouhani, le président iranien qui est accueilli en grande pompe. Vous le voyez avec les honneurs militaires. Il est toujours attendu sur place. Les préparatifs vont bon train. En attendant, on va tout de suite rejoindre à Paris notre consultant diplomatique Christian Mallard. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors les affaires reprennent avec l'Iran, mais à quel prix ? Écoutez, les affaires reprennent, mais je crois qu'on confond un peu vitesse et précipitation. Parce que naturellement, il y a beaucoup de contrats qui vont être signés dans l'après-midi, entre 17h et 18h heure de Tel Aviv, dans les salons de l'Élysée. Naturellement, il y aura Airbus qui va vendre à peu près 127 appareils pour un montant de 18 milliards et demi d'euros, ce qui est énorme. Il y a aussi PSA qui va reprendre position à l'intérieur de l'Iran sur un marché potentiel de 200 000 voitures. On parle de toutes les infrastructures aéroportuaires qui vont échoir à Vinci, à l'aéroport de Paris, à Bouy, donc des contrats énormes. Mais en même temps, il faut être très prudent. Pourquoi ? Parce que tout le monde dit, ça y est, c'est l'ouverture économique, l'Iran s'ouvre au reste du monde, mais il faut bien savoir que le patron de l'Iran, c'est l'ayatollah, c'est le guide de la révolution, Ali Khamenei, avec les gardiens de la révolution, qui sont 180 000 dans le pays et qui ont tous les leviers de pouvoir. Ces gens-là décident de ceux qui vont être candidats pour les prochaines législatives, donc pour décider de qui va diriger le pays avec le président en exercice. Or, ils viennent de retoquer pour les élections du 26 février une majorité de députés pro-Rouhani, donc pour l'ouverture, pour les réformes, et parmi eux, le petit-fils de Khomeini, quand même, Khomeini, le symbole de la révolution iranienne de 79. Donc ça veut dire que le pays, que Ali Khamenei et les gardiens de la révolution n'ont pas envie d'ouvrir le pays autant qu'on le pense, parce que je pense que si le pays s'ouvre trop, eh bien le régime, qui est quand même un suppôt du terrorisme, ne tournons pas autour du pot, le régime sera en danger. Donc je crois qu'il faut, les lettres des députés à François Hollande, ce sont des gens qui ont écrit et qui sont quand même très lucides, comme l'a été Laurent Fabius dans la négociation sur le nucléaire. C'est le premier qui a quand même dit haut et fort, attention, les Iraniens sont les rois de la manipulation, de la tricherie, de la temporisation, et en quoi il avait véritablement raison. Honneur mais prudence. Merci Christian Mallard pour cette analyse depuis Paris. C'est en tout cas un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui dans les relations entre la France et l'Iran. Crise des otages au Liban, attentat de 86, affaire Clotilde Rice. Les relations entre Paris et Téhéran ont souvent été marquées par des pics de tensions intenses. Rétrospective, c'est avec Jonathan Serrero. En 40 ans, les relations entre la France et l'Iran n'ont cessé de souffler le chaud et le froid. En juin 1974, l'Iran entre dans le capital d'Eurodif, le plus important complexe européen d'enrichissement d'uranium. En contrepartie, la France reçoit un chèque d'1 milliard de dollars du Shah d'Iran. Or, cet accord a nourri l'ambiguïté. D'un côté, des rapprochements économiques, mais de l'autre aussi, des désaccords politiques entre les deux pays. En 1979, l'accord est remis en cause par l'ayatollah Khomeini. Le guide suprême de la révolution islamique suspend les paiements pour l'achat de la centrale et réclame le remboursement des prêts. Une crise éclate entre les deux pays. La France soutient alors l'Irak de Saddam Hussein dans son conflit avec Téhéran. L'Iran s'en prend aux intérêts français au Liban.
13 journalistes et diplomates occidentaux sont pris en otage. Ils seront libérés en 1988 grâce à l'intervention du gouvernement Chirac. Ce rapprochement coïncide en 1991 avec le remboursement par la France du prêt versé par le Shah d'Iran 17 ans plus tôt. Paris transfère ainsi un peu plus d'$1 milliard à l'Iran qui renonce à réclamer l'uranium produit sur le site. La même année, l'ancien Premier ministre Chapour Bartiar, réfugié en France, est assassiné par des envoyés du gouvernement iranien. Ce meurtre marque une nouvelle période de refroidissement dans les relations entre les deux pays. Elle se réchauffe néanmoins avec l'arrivée en 1999 du président réformateur Khatami. Le nouveau chef d'État iranien est même reçu par Jacques Chirac à l'Élysée, mais l'idée est de courte durée. L'élection de Mahmoud Ahmadinejad et la révélation des sites nucléaires clandestins vont à nouveau tendre les relations avec la France de Nicolas Sarkozy. Le président français refuse de rencontrer son homologue iranien. Un froid illustré par l'affaire Clotilde Rai, cette enseignante à Ispahan est arrêtée pour espionnage à l'aéroport de Téhéran. La jeune femme est finalement libérée au mois de mai 2010 en échange d'Ali Vakili Rad, le meurtrier de Chapour Bartiar. Depuis 2011, les relations entre les deux pays oscillent entre méfiance et réelle volonté de changement. La France veut croire que le dernier accord signé à Vienne au mois de juillet 2015 marque le début d'une nouvelle ère dans ses relations avec l'Iran. Cette visite du président Rouhani à Paris tend à le confirmer. Et sur le plan intérieur, en France, les Français ne regretteront pas Christiane Taubira. C'est du moins ce que laisse penser un sondage publié ce matin. Près de 3/4 d'entre eux sont satisfaits de la démission de la garde des Sceaux et son bilan est jugé mauvais par 65% des sondés. Myriam Danan, vous êtes surprise par ces chiffres peu flatteurs pour Christiane Taubira? Alors non, certainement pas, parce que la très forte popularité de l'ex-garde des Sceaux, elle était avant tout au sein des militants de gauche. Et puis si on examine de plus près les chiffres de ces sondages, on observe que 81% des sondés approuvent la démission de Christiane Taubira et que 68% d'entre eux estiment que son bilan est négatif. Alors un bilan négatif, pourquoi ? Sans doute beaucoup parce qu'incomplet. Alors Christiane Taubira, son bilan c'est quoi ? Elle a pris le soin de le détailler sans notes et avec beaucoup de chiffres hier, de façon un petit peu austère, et là aussi c'était voulu. Réforme pénale, suppression des peines planchées, mariage pour tous, des réformes extrêmement fortes mais qui ont suscité également beaucoup d'opposition au sein de la société française et fait beaucoup d'insatisfaits. Des réformes qui n'ont d'ailleurs pas toutes été menées jusqu'au bout, d'où d'ailleurs ce sentiment aujourd'hui de déception pour certains d'entre eux. Et puis du côté des militants de droite ou encore de l'extrême droite, c'est plus de 80% d'entre eux qui sont opposés à Christine Taubira, voilà qui n'étonne pas pour celle qu'on présentait comme une icône de la gauche. Alors en tout cas, aujourd'hui c'est un peu le premier jour du reste de sa vie. Comment elle envisage la suite des événements ? Alors il y a déjà beaucoup de gens qui l'envisagent pour elle, ça c'est certain, parce qu'elle reste prudente sur ses termes. Alors entre ceux qui saluent les combats passés et puis ceux qui espèrent en l'avenir politique de Christiane Taubira, il n'y a qu'un pas. Les militants de gauche, bien sûr, les frondeurs, mais également les écologistes, le Parti communiste français, tous y voient aujourd'hui une icône. Alors Christiane Taubira, une icône peut-être pas tant que ça, ou alors une icône aujourd'hui d'une gauche fractionnée et bousculée. Le fait que Christiane Taubira aujourd'hui ait quitté le gouvernement, c'est le symptôme d'un divorce entre l'exécutif et son aile gauche qui risque de coûter très cher à François Hollande. Alors Christiane Taubira, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle a l'embarras du choix. Aujourd'hui, elle peut se diriger pour être candidate aux primaires socialistes, bien qu'elle ait clairement dénié cette option lors d'une interview avec Michel Denisot qui a été diffusée hier soir, mais enregistrée samedi. Elle connaissait déjà sa décision de démissionner. Elle peut être également leader des frondeurs. De nombreuses perches lui ont été tendues et elle peut représenter un danger pour Hollande. Il faut rappeler qu'elle avait été candidate au présidentiel, c'était en 2002, pour le Parti radical de gauche. Merci Myriam pour ce décryptage. En tout cas, Christiane Taubira a déjà un successeur. Excusez-moi les gars, je suis nommée garde des Sceaux. Voilà les premiers mots qu'aurait prononcé Jean-Jacques Urvoas en apprenant qu'il devenait officiellement garde des Sceaux après avoir reçu un coup de fil en pleine réunion. Voici son portrait en images. Passation de pouvoir, place Vendôme. Jean-Jacques Urvoas devient locataire des lieux. Professeur de droit, le nouveau garde des Sceaux est un proche de Manuel Valls et un grand spécialiste de la sécurité. Une nomination qui confirme le virage sécuritaire pris par le président de la République depuis les attentats de 2015 et en particulier depuis le 13 novembre. Jean-Jacques Urvoas est un fidèle du Parti socialiste depuis 38 ans. Élu du Finistère, c'est lui qui a notamment préparé en 2015 le texte législatif sur le renseignement, légalisant les pratiques clandestines des services dans la lutte contre le terrorisme.
Sa mission première, rétablir le dialogue avec les syndicats de police. Appelant à un signal fort, certains policiers demandent déjà le rétablissement des peines planchées. Des policiers se disent très vigilants sur le chantier explosif de la réforme de procédure pénale, dont les contraintes et les lourdeurs administratives engluent les services. Et à l'origine de cette passation de pouvoir, le projet de loi sur la déchéance de nationalité qui était au cœur de la démission de Taubira. Manuel Valls a finalement exclu toute référence à la binationalité dans le texte de la révision constitutionnelle. La déchéance de nationalité ne sera appliquée que pour les crimes les plus graves. Maxime Pérez. C'est sans Christiane Taubira, mais avec son successeur Jean-Jacques Urvoas, que la commission des lois s'est réunie. À l'ordre du jour, le projet controversé sur la déchéance de nationalité. Le Premier ministre Manuel Valls a cherché d'emblée à apaiser les esprits. Le gouvernement a décidé, en accord avec le président de la République, de proposer une nouvelle rédaction. Et elle repose sur les principes suivants. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni a priori dans la loi ordinaire. La mesure avait provoqué une levée de boucliers à gauche, si bien que Manuel Valls a été contraint de manœuvrer. Le Premier ministre s'est engagé à faire des propositions à l'Assemblée, mais sur le fond, il n'entend pas renoncer au projet de loi. Seules des infractions d'un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance, bien sûr. Les crimes, certes, mais sans doute aussi les délits les plus graves. Manuel Valls a-t-il réussi son grand oral ? À l'issue des débats, les députés se montraient plutôt satisfaits. Si la Constitution permet de déchoir de la nationalité tout Français sans distinction, les lois d'application d'une majorité du moment peut décider par exemple d'exclure les mononationaux, mais une autre majorité peut le modifier. Ça change tout, ça ouvre le débat, alors que la première rédaction du gouvernement le fermait et institutionnalisait, constitutionnalisait une différence entre les Français, ce qui pour nous n'était pas acceptable. La déchéance des binationaux nés français ne figure plus dans la modification de la Constitution, donc c'est un point extrêmement important, même décisif. Reste à savoir si ces messages d'apaisement permettront à la gauche d'arriver à un consensus, jugé jusqu'ici impossible. Je crois, j'évoquais un peu... Et on va regarder donc ces images qui nous parviennent en direct de la place des Invalides. Hassan Rouhani aux côtés du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Hassan Rouhani qui est accueilli avec les honneurs militaires en grande pompe place des Invalides. C'est une visite historique du président iranien en France. La première visite d'un président iranien depuis 1999 dans le pays. C'est bien sûr l'occasion pour les deux pays de renouer des liens économiques. Il y a des contrats juteux à la clé. On va bien sûr parler diplomatie et de la guerre en Syrie, car l'Iran joue un rôle majeur. Voilà pour ces images en direct qui nous parviennent donc de la place des Invalides. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur i24 News, à suivre dans le journal. C'est un procès inédit. Laurent Gbagbo face au juge de la Cour pénale internationale. Il devra répondre de 4 chefs de crimes contre l'humanité. Alain Finkielkraut, c'est cet après-midi que le philosophe sera reçu à l'Académie française après son élection au sein de l'institution. Et puis le dessinateur belge Herman, lauréat du Grand Prix d'Angoulême, retour sur le palmarès, c'est dans un instant. 5 ans après un scrutin électoral sanglant, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se présente aujourd'hui devant ses juges pour l'ouverture d'un procès inédit. C'est le premier d'un ancien chef d'État devant la Cour pénale internationale. Regardez. 5 ans après son arrestation devant les caméras ivoiriennes, Laurent Gbagbo doit se présenter jeudi devant les juges de la Cour pénale internationale. L'ex-président est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence afin de rester au pouvoir après l'élection perdue de novembre 2010. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État se retrouve face à la CPI. Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Après 10 années au pouvoir, Laurent Gbagbo refuse en 2010 de céder sa place à l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale. S'en suivront 5 mois de violence provoquant la mort de plus de 3000 personnes et l'intervention de la force française Licorne. À Abidjan, ils sont encore nombreux à panser leur plaie.
et reçu 9 balles à l'abdomen. J'ai reçu 3 à la main. Un des proches de l'ancien président, Charles Blé Goudet, sera également assis sur le banc des accusés. Les deux hommes doivent répondre de meurtre, viol, persécution et actes inhumains. Des accusations que la défense réfute d'avance. Nous espérons que le mot justice prendra sa place dans ce procès et que la justice sera rendue de façon équitable, de façon impartiale. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet devrait durer 3 à 4 ans. Un processus de justice crucial pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier après une longue décennie de crise. Dans le reste de l'actualité, Alain Finkielkraut va s'installer aujourd'hui dans un fauteuil de l'Académie française. Cette nomination au sein de l'institution est une belle récompense pour le philosophe, mais elle fait grincer certains. Son portrait. À chaque académicien est attribué un mot sur leur fiche. Et comme un symbole, c'est le terme « variété » qui a été inscrit pour Alain Finkielkraut. Variété des identités. Fils de Polonais, l'intellectuel fait partie de ces juifs pour qui la France a été bien plus qu'un refuge, mais une identité à part entière, un héritage désormais le sien qu'il faut défendre. Variété aussi des opinions. Comme d'autres, il s'identifie à certains combats maoïstes à la fin des années 60. Mais contrairement à d'autres, son indépendance d'esprit l'amène à prendre des chemins différents de la gauche, au prix de nombreuses polémiques. Est-ce que je dois payer mon attachement à l'identité nationale? Ce serait assez ironique parce qu'il y a 50 ans, j'aurais peut-être payé au contraire le nom que je porte. Donc tout cela me semble un peu désolant, mais voilà, je ne m'attendais pas non plus à faire l'unanimité. Pourtant, ce n'est peut-être pas lui, Alain Finkielkraut, qui clive, mais les sujets qu'il défend et qu'une partie de la gauche a abandonnés, comme la laïcité. C'est à ce titre que le philosophe met en avant coûte que coûte sa définition de la laïcité face à certains Français musulmans qui ne s'identifient pas à ses principes. Attaque verbale, violente, sur France 2. Une femme française et musulmane. Intransigeant sur la langue, Alain Finkielkraut ne supporte pas que le niveau baisse en classe. De réforme en réforme, il explique que la langue fait partie de l'identité. Un point commun ici avec la tradition hébraïque, pour qui aucune lettre n'a été créée au hasard. Sur son épée, la lettre Aleph, première de l'alphabet hébraïque, une citation de Peggy et une vache normande. La variété, encore. Cette fois-ci des symboles, inscrits sur cette arme, et avec laquelle Alain Finkielkraut continuera de se battre pour la France. Et cette entrée d'Alain Finkielkraut à l'Académie française ne plaît pas à tout le monde. Elle a fait couler beaucoup d'encre, Julia. Effectivement, Daniel, il a certes été élu au premier tour par 16 voix sur 28, mais son nom avait été barré d'une croix en signe de désaveu sur 8 bulletins. Alors cet après-midi, on guettera les absents qui préféreront ne pas assister à la défaite de leurs pensées, comme ils disent. Mais d'autres, et ils sont nombreux, attendaient ce moment avec impatience. Fabrice Lucchini, André Dussolier, Elisabeth Lévy, Natacha Polony, Yasmina Reza ou le très discret Milan Kundera seront au premier rang pour applaudir leur ami, mais aussi leur maître à penser, et tant pis pour les contestataires. D'ailleurs, le principal intéressé analyse tout ça avec beaucoup de recul et de philosophie. Je vous propose qu'on l'écoute. J'ai quand même été élu au premier tour, mais il y avait 8 croix, et la croix, c'est plus qu'une abstention, un vote blanc. La croix, c'est un vote d'hostilité. Donc 8, ça fait vraiment une campagne. Je m'attendais à avoir des opposants. Je crois qu'il y a des gens à l'Académie qui, au fond, ne veulent pas voir les tempêtes se déchaîner dans ce lieu. Et Julia, Alain Finkielkraut succède à Félicien Marceau, qui était critiqué pour des positions jugées antisémites. Ironie de l'histoire. Ironie de l'histoire, tout à fait. Félicien Marceau, qui était reporter à Radio Bruxelles entre 1940 et 1942, il fut condamné par contumace à la Libération à 15 ans de prison pour collaboration, avant que le général de Gaulle ne lui accorde la nationalité française. Félicien Marceau était un auteur très prolifique et admiré dans de nombreux cercles, dit de lui Alain Finkielkraut. Il sait qu'il sera attendu au tournant, et un certain nombre de gens se frottent déjà les mains, se lèchent les babines et se disent un néoréac qui fait l'éloge d'un collabo. Bien fait pour lui, commente le philosophe. On frissonne en tout cas déjà en imaginant l'éloge que le nouveau venu va faire à son aîné. Ce sera effectivement haut en couleur, car en lisant tout ce que l'auteur de l'EF a écrit, Alain Finkielkraut a trouvé des phrases et des passages fort philosémites dont il fera la lecture devant ses pairs et ses invités. Et on imagine facilement que quelques plumitifs en seront encore tout retournés.
Et on va suivre tout cela de très près. Merci Julia Galança. Je vous propose à présent de revenir sur un palmarès, celui du Festival d'Angoulême. Le mercredi 27 janvier 2016, le 43e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a décerné son grand prix au dessinateur belge Herman Jopen. Par rapport à la quantité d'auteurs qui ont voté en ma faveur. Rien que déjà ça, là vraiment ça me touche parce que, très sincèrement, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens dans le métier qui appréciaient mon travail. Cette année, il a été préféré au Britannique Alan Moore et à la Française Claire Wendling. Né en 1938 dans la province de Liège, il se met dans la bande dessinée, incité par son beau-frère Philippe Van Doren, futur directeur éditorial des éditions Dupuis. Le dessinateur se lance dans des séries scénarisées et dessinées par lui-même, comme Jérémia ou Akira, des sagas qui mettent en scène des jeunes héros masculins. Herman Jopen a parfois été accusé de sexisme. Au fil de sa carrière, il a réalisé des bandes dessinées où il présente des femmes de façon osée, en accentuant leur forme, comme dans la série Comanche, où il présente des femmes nues au service d'un homme. La série date de 1969, une période où les personnages masculins dominaient les femmes. Il n'y a pas de machisme dans le métier, hein, ça je peux vous jurer. Alors, enfin, du moins, je n'en ai jamais vu autour de moi. Vous savez, quand une femme a du talent, comme n'importe qui, vous savez, c'est le bienvenu. Hein. Et puis, vous savez, quand il y a le talent, ça passe, le public est là. Hein. C'est pas, on ne peut pas forcer le succès, on ne peut pas forcer le talent, ça n'existe pas. Malgré les accusations, il a connu un grand succès dans les années 1980 et 1990. Bien qu'il y ait des hauts et des bas, il développe de nombreux thèmes comme l'autodéfense ou la vengeance personnelle qu'on retrouvera dans la série de One Shot. Et d'autres infos et reportages à suivre sur i24 News. Restez avec nous dans un instant, la suite de vos programmes.